Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous un post-mortem. Il s'agit du jeu Aladdin revisité sous Unreal Engine 4 par Arnaud de Lyon. Cela fait suite à la formation que j'ai mise en place sur la création de jeux vidéo selon l'approche AAA. Son projet sera disponible et commenté dans l'atelier 8 de la formation. Après avoir étudié 6 jeux en détail dans un panel de 40 jeux, Arnaud a choisi de s'attaquer à un projet de taille, celui d'Aladdin, un projet qui lui trottait en tête depuis bien longtemps. A première vue, on peut penser qu'il s'agit d'un jeu simple à reprendre, mais il n'en est rien. Le fait de reprendre un gameplay connu et de travailler sur un jeu 2D permet de réaliser un premier projet complet de jeu, et donne les fondations nécessaires pour s'attaquer à un projet de plus grande envergure, comme un jeu de pirate en 3D. Mais laissons Arnaud vous présenter tout cela après vous avoir montré son projet. Bonjour Arnaud. Salut Greg. Bonjour à tous nos éditeurs. Alors je suis Greg Bénicourt, je suis l'auteur des cahiers de Unreal Engine et d'une formation autour de la création de jeux vidéo. Et donc je remercie aujourd'hui Arnaud de nous recevoir dans son fief à Lyon. Arnaud a travaillé donc sur le jeu Aladdin, une adaptation en fait du hit de l'époque dans le cadre de la formation. Et donc nous allons vous en parler aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, un peu le parcours de la motivation de ce qui a été à l'origine de ce projet, jusqu'à ce qu'on va vous montrer un petit peu plus loin, c'est-à-dire une belle adaptation de ce jeu sur le moteur Unreal Engine. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce qui a fait que... Parce que tu n'es pas à l'origine du monde du jeu vidéo, même si tu as toujours un peu intéressé. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à travailler sur ce style de projet et pourquoi ce choix-ci d'Aladdin? Eh bien, oui, alors bonjour à tous. Ce projet me trottait dans la tête depuis un certain nombre d'années. J'avais absolument envie de développer quelque chose. J'ai quand même l'âge d'avoir vu les premiers héroïques, les premiers Atmos, les premiers CPC, etc. Donc, c'était Héroïque ton premier? Oui, les premiers héroïques. Donc on a commencé par le basique à cette époque-là. Et puis ma carrière professionnelle a voulu que je m'oriente plus vers l'industrie, chose que j'ai fait, mais j'avais toujours cette partie en moi qui demandait à être développée. Et donc j'ai commencé il y a 2 ans à me former sur Internet, d'abord en tant qu'étudiant, on va dire lambda, sur des formations grand public, on va dire, de type Udemy. C'est comme ça que j'ai appris Blender et tout ce qui est manipulation 3D, le rigging, le texturage et l'animation aussi. J'ai trouvé même de très bons profs sur Udemy. Mais le problème d'Udemy, c'est que c'est des sujets très particuliers. Alors on peut travailler des sujets très particuliers et il y a de très bons profs aussi, comme de moins bons bien sûr, mais voilà. J'ai eu l'occasion d'en trouver quelques-uns assez formidables. Et une fois que j'avais fini de développer cette 3D, je me suis dit qu'est-ce que je fais après? Et c'est là que j'ai commencé à rôder sur le net en essayant de trouver une formation qui correspondait à mes attentes. Est-ce que tu te sentais bloqué un peu à une époque par rapport à tout ce que tu as appris, parce que tu avais vu pas mal de choses en 3D. Oui. Qu'est-ce qui t'empêchait de démarrer vraiment un projet de jeu? Alors j'avais le choix en fait au départ, parce que Blender peut nous permettre au jour d'aujourd'hui même de développer des jeux. Certains développent des jeux sous Blender, mais je me suis posé la question, et je crois que j'ai bien fait à un moment, c'est de savoir quel type de moteur j'allais prendre pour mon futur développement. Alors bien évidemment, j'ai regardé Unity et j'ai regardé Unreal, et finalement, après maintes et maintes lectures sur le net, etc., j'ai décidé d'opter pour Unreal. Et je crois que à ce moment-là, tu étais en finalisation même de montage de ta formation quand on s'est dans les premiers mails qu'on s'est envoyés, parce que je crois que j'ai fait partie des premiers à te contacter. J'ai eu la chance de tomber sur cette formation qui m'a beaucoup plu dans son approche. On va peut-être justement en reparler tout à l'heure, mais qui m'a interpellé. Qui me changeait un petit peu des choses communes de type Udemy, comme on a dit,
Cette approche par atelier, par chapitre, avec les possibilités d'être soit tout seul, soit en suivi, soit en coaching, moi me correspondait bien à cette époque-là. Et donc j'ai opté pour oui, dis-moi. Sachant que juste pour un peu expliquer, tu es pas développeur à la base, mais tu avais fait un petit peu de programmation. Oui. Tu avais touché un peu au graphisme. Oui. T'as quand même touché à pas mal de petits éléments avant. Je suis un manager typique français, je touche à tout. Voilà, quand on travaille dans une PME, on est obligé de toucher à tout. Et moi, je suis un touche à tout. Donc non, quand j'ai attaqué Unreal, et là je le dis à nos auditeurs, mon niveau était proche de zéro. J'avais des compétences de modelage, j'avais quelques petites compétences que j'étais allé chercher à droite ailleurs. Par contre, d'écrire des variables, les programmer, le visual scripting, les blueprints, je n'y connaissais rien du tout. Et j'ai appris petit à petit avec ces différents ateliers. Voilà. Ok, très bien. Et donc finalement, le projet Aladdin, sachant que il y avait plusieurs possibilités. Ouais. Bon, pour expliquer un petit peu, l'idée dans cette formation, c'est d'essayer de reprendre, en fait, de se débarrasser des difficultés du game design et du level design. Tout ce qu'on a, en général, dès qu'on démarre un projet de jeu, on a tendance à vouloir en mettre trop, on repense tout, et puis on finit par quelque chose de monstrueux. Donc l'idée, c'est de prendre un gameplay connu, qui a bien fonctionné à une époque, et de travailler à partir de là, comme base du projet, et le faire évoluer. Donc, toi, tu étais plutôt orienté 3D quand même. Oui. Et là, moi, je proposais quelque chose qui était plutôt 2D. J'ai pas proposé Aladdin. Alors, pourquoi Aladdin? Et puis, voilà, pourquoi la 2D? Alors, bien parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et d'une part, et après avoir parcouru Internet en long, en large et en travers, je me suis bien rendu compte que beaucoup de projets capotaient parce qu'ils étaient mal cadrés, parce que on voulait toujours en faire trop sur les premiers projets. Donc, être approche par le jeu rétro a peut-être simplifié la vision qu'on peut en avoir. Bon, on connaît le jeu, on connaît la plupart des jeux que tu présentais, et puis ça nous a permis de choisir. Alors pour en revenir à Aladdin, ta liste, il y a plein de jeux qui m'intéressaient, que ce soit les Vikings, que ce soit Castlevania. Alors j'étais plutôt parti pour une formation assez costaud où j'avais vraiment envie d'apprendre. Donc j'avais pas choisi les jeux les plus simples dès le départ. Je confirme. Mais je crois que certains de tes étudiants l'ont fait, donc on va pouvoir en discuter ensemble. Et en recherchant, en fait, je crois que c'est dans les premiers ateliers, en recherchant les ressources sur le net, je suis allé sur un site de Sprite et je suis tombé sur les planches d'Aladin. Et là, ça a fait le tilt parce que je me suis souvenu du gameplay d'Aladin, ça me correspondait bien. J'avais en plus cette vision de je saute sur les cordes, je m'agrippe, donc dans le gameplay, il y avait aussi beaucoup de choses qui m'intéressaient, que je souhaitais développer. Mais je me rendais absolument pas compte du travail qu'il fallait fournir et de l'ampleur de la chose en fait, parce que c'est facile de choisir un jeu, de le disséquer aussi. Ensuite, on se rend compte qu'avec Aladdin, il y a beaucoup d'actions et qu'on a choisi le plus facile. Il n'empêche que ça a été le projet a évolué continuellement, petit à petit, par touches successives, avec une progression à mon rythme, parce que moi j'ai choisi dans cette formation le coaching et on se voyait donc toutes les semaines pour que tu me recales. Parce que je le redis, je suis pas un programmeur. Je faisais que l'épauler en fait. Comme le code, à part le code qui est commun à la formation, et tout le reste du code en fait, c'est quand même toi qui l'as produit. Moi j'étais là pour t'aider à trouver les bugs quand il y en avait, surtout te donner un peu la méthodologie, comment on pense, où trouver la solution quand on est face à tel type de problème. Mais c'est vrai que quand tu m'as proposé Aladdin, je me rappelais du jeu.
je me suis quand même, j'ai regardé un peu le gameplay sur internet avant. Je me suis dit bon, ouais, c'est quand même, il y a beaucoup d'actions. Ouais. Et encore, j'en avais oublié Beaucoup. parce que effectivement les cordes verticales, les cordes horizontales, le fait de pouvoir lancer des objets, de donner des coups dans tous les sens possibles, Ouais. avec des ennemis qui sont quand même assez différents les uns des autres. Donc en gros, c'est vrai que c'est un projet qui, on va dire que toi tu sous-estimes les difficultés et moi aussi un petit peu. Voilà. Mais c'est surtout, je me disais à la rigueur, bon, suivant le type de profil, je te sentais très motivé au départ. Je pense que tu étais même jusqu'à l'arrivée, même si c'était, ça s'est fait sur 8-9 mois. Oui. Donc le temps d'accoucher un bébé finalement. Je pensais qu'on allait simplifier en fait certaines choses. Et puis quand j'ai vu que bah non, t'étais partant, allez, on s'attaque à ça, bah, je me dis bah, pourquoi pas, ouais, on va. C'est ça. J'étais curieux de savoir jusqu'où tirer. Ouais, écoute, ouais. Et ben t'as été jusqu'au bout en fait. Hein. C'est marrant cette réflexion que tu dis parce que moi je me suis posé la même réflexion, mais après coup, une fois qu'on a développé le jeu, je me suis dit mais comment a-t-il pu me laisser développer un truc, sachant mon niveau initial, c'était un truc de fou, hein, voilà. Et puis finalement, on a beaucoup travaillé. Hein, il faut dire ce qui est. On a beaucoup travaillé, on s'y est tenu. La fin a été un petit peu rude parce que j'ai eu un passage à vide et je pense que quand on travaille plus de 6 mois sur un même projet tout seul, oui. C'est un petit peu compliqué. Mais parallèlement, il y avait plein de nouveautés semaine après semaine qui venaient s'additionner à un projet d'ensemble et on commençait à voir Aladdin évoluer, on commençait à pouvoir prendre des escaliers, faire des sauts, jeter des pommes, etc., etc. Voilà. Et c'est la magie du jeu qui prend vie en fait. Oui. Et on peut même, au bout d'un moment, on éprouve même du plaisir à y jouer, alors que au bout d'un moment, ça sort un peu par les. On peut plus le voir en peinture ce jeu. Mais il arrive à un moment donné, en fait, où quand on a éliminé pas mal de bugs et que on commence à pouvoir le prendre en main. Par exemple, je suppose que quand tu as commencé à utiliser ton contrôleur Xbox et commencer un petit peu à jouer avec ou le faire tester à des amis ou de la famille. À mes enfants, ne serait-ce que ça, oui. Le voir ce regard sur ton jeu, moi en tout cas, ça me remotive. Je sais pas comment tu l'as perçu, mais. Alors c'était un vrai challenge que je m'étais fixé. Et puis le retour sur investissement est quand même assez formidable. C'est pouvoir dire derrière, j'ai pas fait un jeu en entier, mais j'ai quand même fait le premier niveau d'un jeu qui est assez respectable, je trouve. Et le fait d'avoir réalisé ça, pour moi, c'est une prouesse. C'est carrément une prouesse. Et puis maintenant, autant Unreal, j'en avais un petit peu peur avant. Maintenant, alors plus du tout. Hein. Maintenant, c'est de la rigolade. De la rigolade. À mon simple niveau. Alors attention, hein, je suis encore un débutant. Hein. Sachant quand même qu'il y a des difficultés qu'on a en 2D, qu'on n'a pas forcément en 3D. Hein, il y a des choses qu'on est obligé un petit peu de créer, des fonctions qu'on est obligé de créer. On n'a pas ce problème en 3D. L'avantage du 2D, c'est que au début, ça simplifie un peu la démarche. C'est-à-dire qu'au début, hein, quand on travaille à partir d'un ensemble de blocs et de sprites, on arrive tout de suite rapidement à quelque chose de visuel. Par contre, finalement, derrière, tout est de la 3D en réalité. Quand tu dois savoir si un personnage est devant toi, qu'il va recevoir un élément sur lui, tout est du calcul en réalité 3D. On utilise la physique en fait de la 3D. Donc au final, on peut acquérir, et c'est un peu ça le but, c'est de démarrer sur de la 2D, parce que ça paraît simple, alors que ça ne l'est pas au final. C'est juste que le tout début, ça paraît simple. Après, rapidement, on sent qu'il y a quand même de la programmation, il y a quand même des choses à faire derrière pour avoir un jeu tel que ça. Mais ça permet une progression en fait. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on le verra pour tes prochains projets, mais tu nous en parleras peut-être après. Je pense que tu as pu acquérir une grande partie, à part le blueprint d'animation, mais pour tout le reste, une grande partie de tout ce que tu peux utiliser en 3D. Bah écoute, la 3D, je connais encore pas trop, mais c'est vrai que, hormis tout ce que tu m'as appris via ce projet, et c'est vrai que c'est difficile quand on
quand on programme un jeu comme Aladdin, de dire qu'il est en 2D alors que tu utilises que des fonctions 3D, bon bah tu te dis bon ok si vous voulez il n'y a pas de problème. mais voilà parce qu'après il faut manier les capsules, il faut manier les caractères movement, il faut manier beaucoup de choses et tout ça se fait pas qu'en 2 plans. Donc parfois tu as ton petit bonhomme qui part, tu sais pas trop où, il faut aller le récupérer. Donc oui ça n'a. Je crois que alors après c'est peut-être l'appréhension plus du 3D et puis les nouvelles fonctions, mais c'est vrai que je pense avoir acquis une bonne trame de développement pour aller plus loin, quoi, pour maintenant pouvoir voir d'autres choses, voilà, tout simplement. Sachant qu'on est plus effectivement dans un exercice de style, c'est-à-dire que on va pas forcément encourager tout le monde à faire des jeux 2D avec Unreal. L'avantage d'Unreal, c'est que on va pouvoir marier de la 2D facilement avec de la 3D, puisqu'en réalité tout est 3D, et que justement tout ce qu'on peut acquérir en connaissance sert en fait par la suite. Bon avant d'aller peut-être plus loin, je vous propose qu'on regarde ensemble un petit peu de gameplay pour se rappeler déjà, pour ceux qui connaissent pas Aladdin, pour ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps. Donc là on va être directement sur Unreal Engine. Est-ce que tu peux nous montrer rapidement déjà la taille de ta map, de ton niveau? Oui, tout à fait. Un petit peu du... Alors on va dézoomer un petit peu. Voilà le début du niveau 1, hein. On commence en bas à gauche, hein, logiquement, on commence ici, là. Voilà. Ouais. Ensuite, la progression se fait de gauche à droite. Alors je pense que de toute façon on va le voir défiler là, hein. Je fais pas plus de commentaires. Je vais juste agrandir un peu, voilà. Voilà, avec plusieurs parcours, les cordes, pour pouvoir monter, etc. Il y a des choses qu'on voit sous l'éditeur, hein, qu'on verra pas dans le gameplay. Hein. Ce sont des choses qui sont cachées ou des objets qui sont remarquables ici. Voilà. Effectivement, ça se matérialise pas comme ça exactement durant le jeu. Voilà, tout à fait. Et puis le jeu fait... Alors, j'ai pas calculé en mètres Unreal combien il fait, mais voilà, la fin du tableau, voilà, se trouve en haut à droite, ici, là, derrière ces petites flèches. Donc, il faut bien évidemment passer par en bas et faire une sorte de zigzag. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, on n'a pas eu à travailler sur le sujet. C'était déjà tout fait et voilà. Et les gens de Disney s'étaient cassé la bibine pour nous. C'est ça. Voilà. Donc, on n'a vraiment pas eu de problème pour. Voilà, c'est du copier, quoi. Hein, c'est toute la difficulté en fait quand on démarre un peu dans un projet de jeu vidéo, c'est de réussir à trouver un gameplay intéressant et puis aussi d'un design qui va exploiter au mieux ce gameplay. Et la meilleure façon d'apprendre en fait, c'est de copier. C'est un peu l'intérêt aussi de cette démarche. Donc là, peut-être qu'on peut lancer. Alors on reprendra sur grand écran pour nos auditeurs. Voyons un petit peu ce que ça donne. Alors, essayez de pas mourir dès le début du jeu. Voilà. Alors, tant qu'à faire, on va sachant que même la musique, hein, c'est... Oui. C'est toi qui l'as retravaillé. Oui, tout à fait. La musique, c'est du piano, c'est du Yamaha. À queue. Voilà. Alors, le gameplay, le voici. Donc, Aladdin peut sauter sur place. Il peut faire des sauts gauche-droite. Ensuite, le X, c'est le coup de sabre. Voilà, il faut encore que j'enlève quelques petites choses de debug. On peut sauter et donner un coup de sabre en même temps. On peut s'accroupir et toujours pareil, donner un coup de sabre. Avec bien évidemment des sons différents. Ensuite, on a le jeté de pomme debout, accroupi, et voilà, en sautant. Donc voilà toutes les actions qu'il a au sol, en fait. Voilà, au sol, parce qu'en fait, en réalité, il y en a encore d'autres. Avec les cordes, il y a plein de choses encore. Voilà, au sol. Encore, vous avez vu qu'on peut déraper, que... Voilà, alors on arrive dans nos premiers ennemis, là, c'est les ennemis qui bougent, ceux-ci, donc on les a appelés les BP ennemis. À plusieurs détections, des détections longue portée, des détections courte portée, des détections sphères, etc., etc. Donc ici, alors si on lui lance une pomme par exemple, on va déclencher son mouvement et il va brûler sur les braises. On va le laisser bouger un petit peu, on va pas trop se battre, mais on peut voir qu'à chaque fois qu'il passe sur les braises, il va prendre des dégâts. Et il va se tuer lui-même en fait. Ta vie a bien diminué déjà aussi. Oui, voilà. Mais comme c'est moi le développeur, je peux la remettre vite fait. Voilà. Donc,
Ensuite, différents types d'ennemis. Là, on est toujours dans les BP ennemis, c'est-à-dire ceux qui se déplacent. On va quand même essayer de les tuer. Hein. J'ai rajouté le blink là dont on avait parlé la dernière fois. Voilà. Alors pour vous dire, la musique est déjà finie, mais donc elle retourne encore une fois là. Voilà. Alors des ennemis après fixes. Donc ce fameux lanceur de couteau qui va nous détecter à une certaine distance et envoyer son couteau. Alors moi je me mets exactement là où je sais que je risque rien pour pouvoir commenter évidemment. Là c'est pareil, il se prend, donc on a des impacts. Quand on lance une pomme, dès qu'elle touche un ennemi, on va avoir la projection de l'impact, le flipbook. Et puis il peut bien aussi évidemment être tué à coups de sabre. On a des personnages qui, alors des non-playable characters, comme on les appelle nous, comme le chameau. Le chameau va nous aider à tuer, voilà, des ennemis. Alors après, c'est toutes des programmations par blueprint en fait, hein, par ennemi. Là, on a pas vu parce que c'est très rapide, mais Aladdin en plus, c'est accroché au poteau pour descendre. Ouais, voilà. Donc, tout dépend de la taille du poteau, de l'endroit où on est, mais effectivement, il suit tout le poteau. Voilà. Donc, on continue. Ici, nous avons notre ménagère qui nous fait tomber les pots sur la tête. Allez, prends-le sur la tête. Alors, je le prends sur la tête. Voilà, hop là. Donc, ici, on va avoir une petite difficulté de mouvement parce qu'on vient de se faire écraser un pot sur la tête. Et voilà donc les fameuses cordes sur lesquelles on va pouvoir monter, descendre, sauter et s'agripper. Tu peux tirer des pommes aussi. Voilà. Alors ici, même principe, droite-gauche, on peut se battre et on peut tirer des pommes. Voilà. Ensuite, on peut... Alors là, c'est un peu spécial, c'était la Black Lamp, elle casse tout le monde. Voilà, j'ai un petit problème de... Quelques petits soucis, il n'est pas parfait, hein, mais c'est pas grave. Il y a de l'affinage un petit peu. Voilà, un petit peu d'affinage. Ah bah voilà. Ah, dommage, on a raté J'ai raté la plateforme pour vous faire voir que tiens, voilà. Ah. Toujours. Ça, on les relève au fur et à mesure. Voilà. On les relève. Donc là, on va prendre son élan et on va aller directement là-haut. Alors, on a des objets dans tout le tableau qui nous permettent d'augmenter soit les gemmes rouges, soit les pommes, le nombre de pommes. Donc à collecter à utiliser à la fin normalement. Voilà, ce qui implémente aussi le score en haut à gauche. Bien sûr, la vie est en haut à droite, pardon, le score, en haut à gauche pour la vie. Et lui, on peut lui faire des misères, comme ça. Ah, il est pas assez près. Il s'est pas approché. Hein. Non, c'est un petit malin. Voilà. Bon, alors, on n'est pas obligé de l'attendre. Ah voilà, ça c'est... C'est le bug qu'on a vu tout à l'heure déjà. En fait. Ouais, exactement, c'est toujours le même. Ouais. Ah, voilà. Bon, on va reprendre un petit peu plus loin. On reprendra. Alors, il est où notre... T'as toujours fait des touches de checkpoint, non, pour se déplacer peut-être? Oui, tout à fait. Alors, on peut même le lancer comme ça, et puis, elles y sont toujours. Voilà. Nous voilà au premier checkpoint. Voilà, c'est nos petites touches là de debug. Donc là, c'est pareil. Ah on a raté du coup, comme on est allé au deuxième checkpoint, on a raté un petit passage qui est intéressant, c'est-à-dire que là, on tombe du haut et on tombe sur l'escalier. Alors l'escalier qui n'est pas si simple en fait, parce que vous allez voir, les deux escaliers s'activent à tour de rôle. Voilà. Donc si on y réfléchit, on se rend compte que c'est pas simple, mais voilà. Il faut y réfléchir avant pour comprendre le problème. Et même ceux de Disney ont dû un peu s'arracher les cheveux pour le fonctionnement. Donc là, comme on peut le constater, on est derrière le premier escalier. Là, on va pouvoir prendre un bonus. Et en fait, le fait de passer dans une certaine zone va nous permettre de monter sur le premier escalier. Et après, on passe sur une autre zone qui nous permet aussi de monter sur le second. C'est ce qui nous a permis de pouvoir le prendre de cette façon. Ensuite, après, c'est du jeu standard. Hein. Je vais essayer de passer un petit peu les ennemis pour avancer. Voilà. Toujours nos fameux ennemis, nos BP ennemis qui bougent. Voilà. Alors on a encore leur vie qui s'affiche en haut à gauche, hein, mais... Il y a beaucoup d'ennemis. Hein. Oui, il y a beaucoup d'ennemis, tant qu'à faire. Puis c'est celui qui perd son pantalon, celui-là. Voilà. Alors, on va
Voilà. Ah, bien. Alors, il va prendre les sauts sur la tête à notre place. Non, il n'a pas envie. C'est bien. Par contre, il nous fait mal. Hein. Alors, on va partir. Voilà, on n'est pas très courageux. Alors... ah bah, il y a son copain. Ouais. Alors, le lanceur du couteau là-haut, il est encore plus, ah oui. plus méchant parce que lui, il vise. Voilà, alors oui, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas dans le jeu d'origine en fait. Ça, ouais. Ça fait partie de l'adaptation déjà du jeu. On va y aller vite. Alors, on va lui faire la peau quand même à lui. Voilà, comme ça, on sera tranquille. C'est comme le tir du canon en fait. Voilà, lui, c'est ce qu'on appelle le Red Guard. Il a fait partie de plusieurs séances. Assez intéressante de fait, mais comme on voit, il y a son arc qui va se dessiner. Donc, à partir du moment voilà où il nous a détecté, en fait, il va pas nous lâcher tant qu'on l'a pas tué. Et forcément, quand son sabre atterrira, il va nous toucher nous. Donc, ça c'est pour obliger le joueur à bouger en fait. Voilà. Donc on y retourne, on va se le faire. Ça va être un peu long après si on fait tout notre jeu comme ça. Là, alors logiquement, ce qu'on doit faire, c'est ça. On fait déjà la deuxième. Voilà, on s'accroche à la corde à linge qu'on a appelée nous, horizontale. Et puis là, on va le rincer. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Et donc le mouvement horizontal, en plus du mouvement vertical de la corde, on se dépend avec la flèche du bas. Et alors là, on arrive à un passage que j'aime pas trop moi parce qu'il est compliqué. C'est les plateformes mobiles. Alors voilà, les plateformes mobiles. Merde, voilà. Et on a déjà dépassé Piago ? Non. Iago, tu veux dire. Iago, pardon. Non, on l'a pas encore dépassé. Je crois que je vais même peut-être t'amener directement si j'arrive pas à le faire passer là, mais ça devrait, on va essayer. C'est un checkpoint. Oui, c'est vrai que j'y pense pas. Ah bah tu vois, je suis passé comme ça. Allez, on va aller au checkpoint. Ça ira plus vite. Alors du coup, les petits cœurs bleus, c'est de la vie supplémentaire. Hein. Voilà. Ensuite, Iago, il est loin. Ah, encore de nouveaux ennemis. Alors lui, il craint pas les pommes. Hein. Il y en a une tripotée d'ennemis quand même. Oui, il y en a une tripotée. Hein. On s'est amusé pas mal. Hein. Ah, ce qui est intéressant dans cette gestion d'ennemis, c'est que ça permet bien d'explorer la notion d'héritage et de la promotion objet en fait. Puisqu'on a des ennemis qui vont hériter de leurs parents de certaines capacités, de certaines choses, et ils vont aussi varier sur d'autres propriétés. D'où l'intérêt de bien penser au départ la gestion des ennemis. Alors, il est passé où mon Iago? Il est là, voilà. Mais je sais pas si je vais pouvoir l'avoir d'ici. Donc là c'est pareil, il y a un livre d'adaptation puisque au final, normalement, le perroquet, on pouvait pas grimper dessus. Non. Non, on pouvait pas passer. Et puis, ah non, je l'ai mis loin. Hein. Je pensais pas l'avoir mis aussi loin au départ. Ah tiens, le voilà. Est-ce que je vais pouvoir le reprendre seulement? Ah si, je sais comment je vais faire. Tiens, oui, tiens, on l'a pas encore vu celui-là non plus. Tac, voilà. Voilà, parfait. Donc là maintenant, en fait, on l'a programmé de façon à quand on est sur Iago, c'est une sorte de triche. Hein. On peut aller partout en fait. Donc on peut passer du tableau de devant à l'arrière, etc. Donc là, si je saute, il faut que je choisisse le bon endroit, c'est tout, voilà. Donc et puis je peux repartir du coup. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'on a vu ici, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est assez marrant. C'est ce qu'on appelle le jump high. Donc le double saut périlleux avant. On se croirait aux Jeux Olympiques. Troisième checkpoint ici. Bien évidemment pour redémarrer plus loin. Et ici, une petite option qu'on a rajoutée, même si on l'a pas programmée encore jusqu'au bout. C'est simplement le marchand qui est censé vous faire dépenser les gemmes que vous avez ramassées le long du parcours et pouvoir les redépenser pour avoir une vie supplémentaire. Voilà, comme là on n'est que sur le premier tableau, bon, on peut avoir beaucoup de vie supplémentaire, mais voilà, on peut voir si on le fera ou pas. Toujours le jump high, c'est des overlaps.
avec des petits bonus à droite à gauche. Mais là, on arrive en fait en fin de tableau. Voilà. Alors, on est mort. On est mort. Heureusement qu'on a plusieurs vies. Hein. C'est qu'il suffit pas de les programmer, il faut les faire jusqu'au bout aussi. Alors, là voilà. Allez, encore un petit coup et on est bon. On en a un dernier là. Voilà. Et donc, on finit notre tableau ici. Juste pour resituer un petit peu les choses, dans cette approche de reprendre un jeu rétro, donc on reprend le design, le game design et le design de ces jeux, et puis à un moment donné, en fait, on a un moteur qui nous permet de faire plein de choses, qui est le moteur Unreal Engine. À partir de là, il nous permet d'accéder facilement à de la physique, il nous permet facilement d'ajouter des effets spéciaux, des choses qui enrichissent en fait le jeu. Ce qui fait que il arrive à un moment donné, donc dans le développement, où tu t'es dit tiens ça, par exemple cette gestion de plateforme, cette façon de lancer des objets, d'utiliser la dynamique. Là, le personnage, par exemple, quand il saute et qu'il retombe, il utilise la gravité pour retomber. C'est vraiment de la physique. C'est là où en fait on n'est plus dans une phase d'adoption du jeu et de copie, on est déjà dans une phase d'adaptation. Et là, en fait, on arrive quasiment à la fin de l'atelier 5, c'est-à-dire le moment où on a refait un level complet. Et c'est après, en fait, où on peut passer à une phase qu'on ne fera pas ici, parce qu'il y a déjà il y a énormément de graphismes, mais où on pourrait changer entièrement tous les graphismes pour retransformer en fait le jeu. Est-ce que tu pourrais nous montrer, par exemple, ce monstrueux graphe d'animation? C'est pour vous dire tous les différents états d'animation qu'il y a. Oh mon pauvre. On va regarder le. C'est le state graph ou non? Le check state, ouais. Check state graph. Bah là, on est au dézoom max, hein, donc il commence là. Voilà. Ça donne une idée un petit peu déjà de tous les. Alors, on va repositionner. Voilà. On commence par idle, crouching, run slow, run fast, break, jump vertical, jump de côté, les vertical mouvements sur la corde, les mouvements sur les cordes à linge, droite, gauche, les sorties de corde, le vol, le vol parce que on volait c'est bien, mais il faut lui dire comment, les attaques de sabre. Les attaques de pommes, après les attaques sur les cordes, les respawns, etc., etc. On a déjà alors c'est peut-être plus animation graph peut-être que tu voulais montrer. Donc ouais, l'animation graph, là, on a tous les différents types d'animation qu'on peut. Voilà, l'animation graph, comment alors c'est difficile de le faire voir comme ça. Voilà. Je sais plus combien on en avait compté. Il y en a facilement 25, je crois à peu près. Ah oui, c'est possible. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a paru en fait le plus difficile en fait dans tout ce projet? Est-ce que ça a été l'adaptation de récupérer tous les graphismes, de retravailler les animations? Est-ce que c'était le côté programmation? Et si oui, quelle partie principalement en fait? Alors, non, les graphismes en tant que tels, Unreal est assez pratique de ce côté-là. Recadrer des images, centrer des sprites, ou pouvoir leur donner un mouvement parce qu'il faut le recaler par rapport à un autre sprite. Là, c'était encore, pour ma part, c'était quand même assez simple. Ce qu'on peut voir, c'est que on a créé bien évidemment cette animation graph qui est accouplé avec l'event graph bien évidemment ici, mais qui est aussi accouplé avec le check condition qui est ici. Qui grossit. Ouais. Voilà, qui grossit. Alors un check condition est assez simple sur le principe, mais vu la diversité des mouvements, il a fallu que l'on crée un certain nombre de fonctions que l'on voit ici. Donc, alors, bien évidemment, les fonctions ont été aussi créées en fonction des chapitres qu'on a vus pendant la formation. Alors, certaines fonctions ont été créées, mais on les utilise plus. Ouais, voilà. Parce que des texters, c'est vrai que Exactement. C'est typique ce projet, en fait. Voilà. Mais on a par exemple des fonctions comme la fonction unhook, qui veut dire se détacher,
ou des fonctions beaucoup plus simples de mourir, ou quand il est tout simplement touché, voilà, avec les différents sons qui correspondent et les différents compteurs associés, parce qu'on a mis beaucoup de compteurs aussi en place, Oui. parce que ceux-là, il faut pas les oublier, parce qu'on a un certain nombre. Et les compteurs, en fait, sont plus liés au côté 2D et au côté gestion des animations, en fait. C'est ça, c'est surtout ça, en fait, qu'il y a... Dans un jeu 3D, on va retrouver beaucoup moins de compteurs, en réalité. Ouais. Et là, les compteurs, en fait, nous servaient justement à lui donner des instructions pour exécuter cette action pendant la durée des compteurs, et pas plus et pas moins. Voilà. Et là, donc ensuite, on a développé aussi, alors comme vous le savez normalement tous maintenant dans la formation, puisqu'on a tous suivi la même formation. Voilà, on peut pas utiliser des deletes partout, donc il faut créer des fonctions, il faut créer des macros, etc., etc. Donc, au-delà des fonctions qu'on a créées ici, on a créé des macros de type must fly. Alors, c'est pas des macros très compliqués, mais elles font appel à un état et une condition. Ouais, c'est tout pour faire en fait la transition d'un état à un autre. Voilà. Ici, l'exemple de la fonction pour laquelle on doit s'accrocher, ce qu'on a appelé nous must hook, mais c'est must hook en horizontal, must hook en vertical, et dans quelle position. Et alors ici on va recentrer sur les cordes à linge, ici on va recentrer sur les cordes tout court, et on va lui donner son état ainsi que le setage de sa variable au final. On te sent quand même bien à l'aise maintenant quand même avec les blueprints. Ah ben tu m'en as fait manger. Voilà, en fait pour répondre à ta question au final, là où je me sens le moins à l'aise, peut-être, ça serait dans la programmation des blueprints eux-mêmes, où je commence à y voir plus clair. Mais par exemple, reprendre un jeu à zéro, ça serait, voilà, il faudrait que je recommencer et réappliquer les mêmes fonctions. C'est plutôt rare qu'on démarre réellement de zéro en fait. Ouais. C'est souvent on part soit d'un framework, soit on part de quelque chose d'un peu défini, ou au moins ce qui est bien aussi, c'est que quand on démarre ces projets-là, souvent on a un template. Et c'est à partir du template, là c'est ce qu'on appelle le template de side scroller. On a des templates en 3D, que ce soit pour faire du first person shooter, pour faire même quand on va faire un jeu, je dirais avec un objet en 6DoF, vous savez, qui peut aller dans les 6 directions. À chaque fois, on travaille à partir d'un template. Donc en final, on rattache, on construit et puis on y va progressivement en fait. Autant j'avais insisté un peu dans la méthode du Naruto dans la formation, c'est-à-dire qu'on revient au moins 3 fois sur chaque point. Il y a aussi un élément qui moi me paraît très important, c'est de pas essayer d'avoir une vision globale du projet, mais pas d'avoir tout de suite un cahier des charges complet. Le document de game design, le GDD qu'on utilise, donne les grandes lignes directrices, mais il n'est pas là pour citer toutes les variables, tous les éléments. C'est pas son but. On construit en fait un jeu fonction après fonction, comme on va découvrir finalement une sculpture à l'intérieur d'une pierre. C'est vrai. C'est l'impression que ça m'en a donné. De toute façon, c'est vraiment pas à pas, petit à petit, et je pense que justement, le fait de se poser des questions en amont pour dire mais comment je vais aborder ça, souvent ça résout les problèmes avant même qu'ils apparaissent, parce que si on y pense pendant la programmation, ben on oublie des petits détails et des petites choses, tandis que si on les pose un peu avant, voilà. Là, je me suis arrêté pour faire voir un petit peu à nos auditeurs le nombre d'animations que pouvait avoir notre ami Aladdin. Rien qu'Aladin. Voilà, oui, rien qu'Aladin. Donc on a la même chose pour bien évidemment tout ce qui est ennemi, qu'on verra qu'on peut voir dans les différents tableaux. Autre chose que j'ai dû ripper, hein, c'est tous les sons. Tous les sons, là, on a tous les sons du jeu original que je me suis amusé à re-ripper, on va dire, puisqu'ils étaient disponibles, mais ils me plaisaient pas trop. Donc, on les a mis en 2 voix plutôt qu'en une. Voilà. Oui, comme tu l'as dit, comme je suis un petit peu pianiste, je me suis aussi amusé à reprendre les musiques du jeu au piano, et vous avez
au niveau de l'introduction ou du jeu, 2 versions piano du jeu. C'est qu'on a démarré tout de suite là sur le jeu, mais il y a aussi toute l'intro, il y a aussi je dirais le menu en fait. Mais bon, on l'a passé pour l'étude en gameplay. Voilà. Aujourd'hui en fait, est-ce que tu sais combien de temps tu as passé en tout sur ce projet? Est-ce que tu as une idée de ça ou pas? Je pense qu'on a dépassé le millier d'heures, oui. Oui, je pense qu'on a dépassé, tu sais, quand on rigolait avec les compteurs 500, 5000, machin, où je t'avais dit, yes, c'est les 500, c'est fait, ça. Oui, parce que quand on travaille 6-8 mois sur le même projet, alors je sais pas, en moyenne, j'ai beaucoup travaillé pendant les premières périodes, etc. Je me suis relâché un petit peu après, et j'ai eu ma période un peu compliquée avec Aladdin aussi. En moyenne, je travaillais les week-ends, beaucoup plus le week-end aussi, donc ouais, je dirais oui, un bon millier d'heures. Ouais. Un millier d'heures, pour vous donner un peu une idée, c'est à peu près un mois de travail en général. Quand on prend les 35 heures, on est à 160. Oui, 161 heures, ou je sais plus exactement. Vous divisez 1000 par 160, vous obtenez le nombre de mois complets de travail en fait. Ouais. Oui, j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. Mais en même temps, il faut savoir quand même que il y a un travail qui prend du temps, forcément, retravailler les graphismes, etc. Il y a même le développement peut prendre un peu de temps, mais il y a aussi le côté en fait que tu t'es formé aussi pendant tout le long. Il a fallu pas tout apprendre, mais une grande partie, il fallait que tu l'apprennes. Oui, je pense que certains de tes étudiants, de par leur bagage, pourraient faire le même projet en 2 fois moins de temps. Outre tout ce qui est aspect graphique qui demande un vrai travail parce qu'il faut tout caler, moi j'avais un cahier des charges dans ma formation et j'étais un petit peu pas obligé, mais nous sommes volontairement arrêtés sur des points particuliers parce qu'on voulait les creuser, parce que tu m'as fait voir le pourquoi, le comment, etc. Entre autres, pour notre ami le Redguard là, et quand on a étudié le fût du canon, comme on disait, lui il fait pas du tout partie du set. Lui c'était juste pour le fun qu'on l'a programmé, et bon ça a été une partie amusante quoi. Il y a Black Aladdin aussi, Black Aladdin qu'on ne vous a pas montré, mais qui correspond à une capacité d'un Aladdin de type NPC, donc comme un ennemi en fait, mais qui a son propre parcours, qui est capable de sauter lui-même les plateformes. Voilà, il y a une petite intelligence, on va dire, sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle. Il a quand même sa propre intelligence. Voilà, le voilà, Black Aladdin, il était pas très loin. Voilà, on lui a fait faire on l'a programmé. Alors, il a le niveau 1 de l'intelligence artificielle, on va dire. Il monte pas encore dans lui, je crois. Non, bien que on aurait pu tout à fait le faire, mais ça nous aurait pris encore quelques semaines de développement, je pense. Oh non, quand même pas. Voilà, là on voit tout à fait. Là, je lui ai mis ces points. En fait, il est programmé comme exactement dans la formation pour passer là, sauter, revenir, ressauter, etc. Donc il a vraiment un chemin de ronde. Il pouvait déclencher des actions aussi à des moments précis, comme le fait de monter à la corde ou d'actionner un objet par exemple. Voilà. Mais j'ai retrouvé Aladdin à 32 états en tout. Black Aladdin, c'est Aladdin en noir. Non, refaire 32 états, c'était un petit peu compliqué. C'était très très compliqué. Surtout que ça n'a pas été pensé au départ, puisque le Black Aladdin n'existe pas. Ouais. Donc effectivement, ça a été plutôt une adaptation qui s'est faite pour pouvoir suivre effectivement ce qu'on avait vu dans la formation avec le parcours en fait. Voilà, ça c'était notre niveau d'essai, de test dans Playground que j'ai laissé un petit peu ici, puisque mon niveau 1... pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui veulent aller plus loin, vous avez même le niveau 3 qui est RIP. Si vous arrivez à le trouver, je vous souhaite de vous amuser, parce que il est à disposition. Après, on n'a plus qu'à en faire ce qu'on a envie. Mais je vous préviens, c'est pas si simple. Voilà. Ça, c'est l'atelier 8, vous verrez. Voilà. Mais projets. Nous, on va retourner sur notre 2D side scroller Aladdin, qui nous a bien amusé, qui nous a bien occupé pendant un bon moment, mais je crois qu'on peut dire que par rapport aux objectifs qu'on s'était que moi je m'étais fixé par rapport aux formations, oui, on a fait le tour de beaucoup de choses que je souhaitais voir, que je souhaitais creuser, voilà.
Simplement, ça demande du travail et voilà, ça va pas s'apprendre comme ça. Donc, C'était un gros travail. Là. ouais, Mais en même temps, ouais, on peut pas apprendre, on peut pas développer nouvelles capacités, de nouveaux talents. En fait, là, ça en dit un petit peu plus quand même sur toi, parce que on sait que tu viens du milieu industriel. Si tu as passé autant de temps, c'était pas que pour suivre une formation juste pour t'amuser. C'est aussi parce que tu as peut-être d'autres projets, peut-être un projet de jeu. Ah, moi je dis peut-être, mais je sais qu'il a un projet de jeu derrière. Je pense qu'il vous en parle lui-même. Mais voilà, donc est-ce que tu peux, sans dévoiler, je dirais, trop de choses, hein, juste nous toucher quelques mots? Eh bien, écoute, oui, je pense que après avoir travaillé, comme tu as dit, pendant 8 mois sur ce jeu-là, on a une autre vision des choses. On a moins d'appréhension par rapport aux futurs projets. Ça donne une première expérience et comme quoi même un jeu qui peut paraître, qui est compliqué, mais qui peut paraître simple par rapport à certains, faut quand même aller au bout. C'est pas si évident que ça. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Maintenant, une fois qu'on a fini ça, comme j'ai dit au début de la formation, on a commencé par la 3D. On est allé titiller Unreal et commencer à lui sortir les vers du nez. L'étape d'après, c'est continuer à titiller Unreal parce que bon, on pourrait sauter à Unity, faire les deux, etc. Non, moi je pense qu'on va continuer et se focaliser sur un moteur qui pour moi a beaucoup d'avenir. J'ai fait des paris sur Unreal et je pense que ça fera partie des moteurs futurs, en tout cas qui resteront. Après, c'est le futur qui nous le dira. C'est encore la grande guerre, mais c'est vrai que c'est pas évident on est obligé un peu de faire un choix à un moment donné. Alors à part quand on est une société de développement et puis qu'on travaille pour d'autres, et là on fait un peu comme on nous l'a demandé, quoi. Mais quand on peut, c'est bien de capitaliser sur un moteur parce qu'on va développer des fonctions, on va développer des compétences, on va prendre des habitudes qui vont faire qu'on va être plus rapide, on va savoir mieux traiter un cas que quand on essaie de tout embrasser et puis de connaître plein de moteurs pour pouvoir faire plein de choses. En fait, c'est vrai que Unreal n'est pas la Rolls pour faire de la 2D. En tout cas, aujourd'hui, pour la 3D, on peut le dire de façon... même si Unity est très très proche, parce qu'ils ont quand même bien fait évoluer leur moteur, il est quand même assez sympa, ça reste aujourd'hui le moteur de référence pour les jeux 3D. Et donc, pour continuer sur le futur projet, oui, c'est bien évidemment un jeu 3D, on va dire un action RPG. Moi, à mon époque, c'est plutôt le XVIIe siècle, les bateaux, les canons, les pirates, etc., etc. Donc, c'est vraiment là où on s'oriente. Maintenant, j'ai été à bonne école, je vais y aller doucement. On va travailler, je pense qu'on va essayer de trouver quelque chose pour pouvoir continuer à développer tout ça en ayant une idée très précise de jeu en tête. Donc, ton idée là, c'est pas de copier un jeu existant, c'est vraiment de réaliser quelque chose quand même de nouveau un peu. Oui, alors alors copier un jeu existant, c'est de partir des bonnes idées des jeux qu'on connaît tous, hein. Mais par exemple dans le domaine des jeux de pirates, où on connaît tous les Assassin's Creed, les Black Flag et compagnie, mais on en a vite fait le tour. C'est assez vite répétitif et c'est malheureux pour des Ubisoft ou des choses comme ça qu'en une demi-heure de jeu, on puisse dire bon je sais faire le jeu, ça fait ça comme ça, et c'est juste des variations. C'est que des variations, même si le graphisme c'est splendide et moi je sais que j'y rejoue régulièrement. Voilà. L'objectif pour ce prochain projet est à la fois de pouvoir intégrer en fait toutes les données 3D sur Terre, mais les données 3D en mer, la gestion de tout ça dans un programme global, dans une instance où je sais, j'ai pas encore tous les bons termes, mais en tout cas de voir aussi étape par étape ce qu'on peut développer et là où ça peut nous amener pour à terme pouvoir essayer de regrouper tout ça et de faire un vrai et d'avoir une structure de RPG quasiment existante à développer pour l'étape suivante encore, parce qu'on essaye toujours de calculer la future étape. Cette étape-là, ça sera un petit peu comme Aladdin, c'est reprendre des choses qui nous plaisent bien, voir
ce qu'on peut en tirer, la substantifique moelle. Je prends l'exemple, j'aimerais beaucoup me battre sur un bateau ou faire deux bateaux qui se battent ensemble, etc. On a regardé le principe du canon ici, c'est des principes qu'on peut tout à fait remettre en œuvre. Alors, je sais pas en 3D, mais après, comment on va faire? C'est exactement la même fonction. Ouais, voilà. C'est l'avantage. Donc tant mieux. Mais ensuite, après, il y a les phases abordage, les compétences, les caractéristiques, voilà, tout ça à faire évoluer ensemble. C'est plein de game modes différents en fait à développer. C'est ça. Et donc peut-être aussi l'idée de créer plusieurs prototypes en fait. Oui. Pour éprouver le gameplay, voir ce qui toi aussi te plaît plus en fait. Oui. Pour à la fin en fait assembler et réussir à avoir quelque chose d'homogène en fait. Ouais. Oui, parce que quand on réfléchit aux jeux qui nous entourent, on les aime bien les jeux, mais on a toujours l'impression qu'il nous manque un petit quelque chose, que cette partie a très bien été développée, mais que si on avait par exemple cette partie de gestion à terre, ça serait bien. Prenons toujours un exemple de jeu de pirate. Le joueur ne veut pas que se battre en mer. Il veut peut-être, il est de type économie, il veut peut-être se renforcer d'abord à terre pour pouvoir aller casser la figure à tout le monde derrière, voilà. Épouser la fille du gouverneur. C'est ça. Donc il peut y avoir à la fois la partie RPG, mais il y a la partie gestion, il y a la partie comment l'aborder, et puis à quoi vont ressembler les RPG actions dans les 5 prochaines années, ce qui vont... J'espère qu'on va pas tous prendre le chemin de Fortnite, hein, mais qu'on aura encore d'autres jeux complémentaires qui pourront nous dire qu'on a encore des belles choses à vivre derrière. Jusqu'à maintenant, on a encore des gameplays qui étaient anciens, qui ont été réadaptés, qui font encore bien recette. En fait, hein. Je veux dire, on invente rarement quelque chose. En réalité, on ne fait que redécouvrir. Je veux dire, ça va de celui du jeu de la pétanque traditionnel. Je veux dire, le jeu qui est passé ensuite sur le format numérique n'a fait que reprendre des recettes du monde réel et au fur et à mesure qu'on étoffe. Donc au final, c'est vrai qu'il y a des éditeurs qui sont à la course à des gros projets comme où il y a des fois des centaines de personnes qui travaillent dessus, avec chacun un tout petit bout en fait du projet. Et ça, je crois que c'est pas le côté qui t'intéresse. Ah, pas du tout. Toi, c'est la vision globale du projet qui te plaît. Oui. Et puis, quitte à faire appel à des gens, à des personnes qui ont les compétences qui pourraient m'aider dans une certaine partie de développement. Je pense entre autres à des graphistes, à des animateurs. Mais vu mon niveau de codage, surtout des codeurs aussi, parce que il va falloir aussi m'aider. On peut apprendre une partie, on peut comprendre la structure d'un programme sans pour autant connaître la substantifique moelle du C++. Et après, c'est bien d'avoir comme toi une vision globale d'un projet, parce que tu pourras plus facilement manager, enfin, même si manager, ça dépend le terme qu'on veut mettre derrière, mais au moins comprendre ce que les gens font pour leur donner de meilleures orientations quand on sait, même si on n'a pas la spécialisation, mais au moins avoir la vision générale du projet et des difficultés qu'on peut rencontrer. Oui. Mais comme tu l'as dit, s'attaquer à un nouveau projet, oui, c'est volontiers. Maintenant, j'ai toujours un peu peur de partir dans un projet où c'est le brouillard. T'as 10 ans devant toi, là, Ah, mais moi j'ai aucun problème de date, moi j'ai aucun problème de timing, voilà. Même si c'est trop long, il faut pas que ça fasse 10 ans. Non, parce que la technologie va trop vite de toute façon. Tu en aurais marre au moment. Oui, très certainement. De toute façon, je pense qu'on doit avoir, comme tu dis, une deadline, hein, parce qu'après on n'en finit plus. Hein. Et que je vois Aladdin, j'ai toujours quelque chose à faire dessus. Quitte à faire évoluer en fait ensuite. Hein. Si on prend le jeu, je sais pas, ça s'appelle Dwarf Fortress. C'est un jeu qui, je sais pas sur combien d'années ça a été fait, mais il y a toute une communauté qui s'est formée autour de ce jeu, et ce qui fait que le concepteur, je crois que ça doit faire au moins 15 ans. Qui travaille sur ce jeu, mais c'est toujours des évolutions, des choses en plus qui sont rajoutées. Il a au moins fini une première version, et ensuite il l'a fait évoluer. Je crois que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de partir dans quelque chose où on ne voit jamais la fin. On a une idée au début qui est trop large, et on n'a pas su couper dans le gras pour trouver le cœur, le noyau, à faire évoluer par la suite. C'est ça. Et puis, enfin, je pense que pour moi, au jour d'aujourd'hui, développer un jeu,
c'est essayer de trouver ce à quoi les autres n'ont pas pensé. C'est essayer de trouver un gameplay qui sort de l'ordinaire, ne pas refaire ce que les autres ont fait parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Alors on voit après des gameplays très peu différents, mais qu'est-ce qui fait? C'est l'ambiance, c'est la musique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais si c'est pour refaire quelque chose d'existant, bon, l'intérêt est très limité. Il faut essayer d'apporter. Je pense que tout développeur ou tout créateur aimerait pouvoir amener sa petite pierre à l'édifice en disant, bah voilà, moi ma façon de jouer c'est comme ça. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous plaît pas? Et voilà. Et après on attend. Et souvent, ce qui est frustrant au final, c'est que c'est par erreur, par essai, en changeant un paramètre, en ajoutant un peu de physique, qu'on découvre en fait un gameplay. Exactement, on n'a pas forcément pensé à inventer au départ, mais ça change, c'est fun, donc on part sur cette voie-là, et c'est après en fait qu'on construit autour de ça. Et c'est ce qui nous est arrivé du reste pour Aladdin, puisque le gameplay original, je n'avais pas les compétences pour penser en termes de blueprint, comment créer les parents, les enfants, les sous-enfants, etc. Et là, tu m'as rattrapé un peu sur le coup, mais il est vrai que j'aurais pu créer une seule grande famille et après la dériver avec tous les enfants. Bon, bah là, on a fait plusieurs familles, donc il a fallu refaire le code. Mais bon, c'est des expériences. Voilà, c'est des expériences qui sont toutes bonnes à prendre. Je pense que après, on perd pas son temps, on repart sur d'autres principes et on voit si ça marche. Mais je suis tout à fait d'accord. Le gameplay, enfin, pour ce qui est de ma part, on a essayé de le programmer, on va dire à la RIC Dangerous. Et puis, bah, en se trompant, en ajoutant une fonction qu'il fallait pas, en jouant sur les paramètres de la physique, bah, tout d'un coup, pour ton personnage fait des trucs, tu trouves ça super sympa, et tu te dis, bon, allez, on est parti là-dedans. Ça prend vite tout seul, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, c'est marrant de pouvoir, nous, on a joué sur les frictions. Les frictions de l'air. Alors il faut aller la chercher, celle-là. Il y a plein de paramètres de friction. Oh là là, mon Dieu, c'était déjà pas assez avec les capsules, les caractères mouvements, et en plus il a fallu. Mais voilà, c'est ce qui est un petit peu intéressant. Et j'allais dire que moi c'est ma conclusion pour Unreal. Unreal est un immense château avec 300 portes, 300 000 portes, je sais pas combien, mais à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a un monde entier derrière à découvrir, avec ses spécificités, ses cracks, et qui évolue dans le temps en plus. Et qui n'arrête pas d'évoluer. Donc ça peut faire peur, hein. C'est vrai que je me rends bien compte, et même, je veux dire, même quand on a une certaine expertise du moteur, c'est toujours un peu angoissant de se dire, bon, bah, il y a une nouvelle version, est-ce qu'on va réussir à être à la page, est-ce qu'on va réussir à tout suivre? Mais c'est pas l'important, en fait. L'important, c'est pas de tout savoir faire sur Unreal. L'important, en fait, c'est, d'acquérir au fur et à mesure ces compétences-là, et puis quand il y a une nouvelle fonction qui nous intéresse, qui apparaît, parce qu'on le voit sur les vidéos d'Epic, ou qu'on entend parler, qu'on a vu un jeu qui l'exploite, eh bien c'est là où on va un peu creuser, puis on va acquérir de nouvelles compétences, et puis ça va faire du nouveau gameplay. Voilà, faut vraiment le voir comme ça, le côté fun, et pas stressé, parce que c'est vrai que si c'est pas un monde fini, c'est très large, on peut faire plein de choses, du cinéma, on peut faire de la visualisation architecturale, jusqu'à la robotique, hein. Je veux dire, quand on a des simulations aussi pour la NASA pour entraîner les astronautes dans l'espace, on pourrait très bien aussi avoir de l'asservissement avec, je sais pas, de la simulation pour les pilotes par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut y greffer. Voilà, donc c'est très ouvert et c'est un peu l'avantage. C'est le côté open source aussi du produit. Oui. Et puis c'est vrai que se lancer dans un Unreal, c'est pas cher, hein. C'est pas cher, on peut télécharger la chose et s'y mettre dans la journée, hein. C'est pas compliqué. Après, c'est par quel bout on le prend, parce que c'est vraiment très 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 conséquent. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, bien fier d'être passé par cette formation et bien fier de l'avoir réalisé. Moi, je suis très fier aussi du travail que tu as pu faire parce que, comme je disais, hein, je demandais à voir en fait. C'est bien d'avoir quelqu'un de motivé, mais c'est pas toujours évident d'avoir la motivation sur la durée. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de fois où tu as dû quand même te faire un peu violence pour avancer. Faut pas le dire. Et puis le résultat quand même il est très sympa. Et je peux vous dire quand même que à part les fonctions de base qui ont été mises en formation,
il y a beaucoup de choses que tu as fait toi-même, où je suis juste venu des fois pour soit donner une idée, soit débugger un peu, quoi, en fait. Alors, pour ce qui est autrement de, je sais pas, de mon code, comment tu veux, moi, il sera à disposition dans ta formation. Maintenant, voir ceux que ça intéresse et comment tu veux. Merci beaucoup à toi. Alors, dans l'atelier 8, en fait, je propose comme ça que pour ceux qui l'acceptent de partager, peut-être pas forcément tout leur code, mais ça peut être une partie, ça peut être partager en tout cas leur expérience, une sorte de j'ai le thème, une sorte de post-mortem, pas dans le sens de création du jeu au complet, mais au moins de toute l'expérience qu'on a eue, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et pouvoir le partager en fait ensemble. De même qu'on retrouvera dans l'atelier 8 aussi, tout ce qui va être un peu fiche, c'est pas des corrections, mais fiche de suggestions pour les 16 jeux rétro qui ont été étudiés, une vingtaine de jeux nouveaux, tout ce côté un peu avec cette grille de lecture qu'on avait mise en place à l'époque. Moi, j'ai hâte d'aller disséquer les projets des autres. Je pense que beaucoup de... J'espère en tout cas. J'ai eu écho de beaucoup de personnes qui disent « j'aimerais bien soit rentrer en contact avec toi, soit avoir effectivement... » ça sera avec plaisir, De toute façon, je pense qu'on a tous suivi cette formation pour un objectif. Maintenant, on n'a pas tous pu faire le même jeu, bien heureusement. Donc je pense que c'est assez intéressant de regarder les codes des uns, comment ils ont fait, etc. Intellectuellement parlant, ça devrait être sympa, je crois. Voilà. Un grand merci à toi pour nous avoir accueillis chez toi, dans tes bureaux. Merci à toi, Greg. Et puis, merci à tous les éditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires et des questions, on essaiera de vous répondre au mieux. Voilà. Merci à tous et bon courage pour ceux qui n'ont pas fini. Ciao, ciao. Ciao. On l'a fait une fois, t'as vu? À l'aise. Finger in the nose. Finger in the nose. Un petit café froid. Tu veux, je suis encore en train de sur le... je veux bien. Allez, hop là.